En études littéraires, les littératures des sous-cultures et des contre-cultures sont des objets d'études assez communs. On n'a qu'à penser, par exemple, à tout ce qui a été écrit autour de la Beat Generation et qui a mené, depuis le milieu des années 60, à la création des Beat Studies. Mais dans le cas des Beat Studies, comme dans le cas de la majorité des recherches qui s'intéressent aux littératures des sous- et contre-cultures, l'objet d'étude arrive toujours dans le milieu universitaire avec un certain délai. On n'a pas commencé à parler de Beat Studies en 1945, quand Burroughs et Kerouac étaient en train de produire leur première collaboration officielle, ni en 1951, pendant que Kerouac écrivait son On the Road. Même quand les auteurs de la Beat Generation ont commencé à publier, il a encore fallu attendre que s'écoulent des années marquées par un intérêt critique soutenu dans les médias avant que les universités ne commencent à s'aventurer sur le terrain de la littérature beat. Et la même chose se répète quasi invariablement à chaque nouvelle vague contre-culturelle. Le problème, les études littéraires ont besoin d'objets possédant un degré minimal d'institutionnalisation avant de commencer leur travail. Académiquement parlant, une sous-culture ou une contre-culture devient intéressante à partir du moment où il y a un consensus relatif dans les médias quant aux auteurs qui font partie du mouvement, c'est-à-dire à partir du moment où on est capable de nommer des œuvres qui font partie d'un même corpus en faisant appel à une étiquette déjà connue. Bref, les études littéraires s'intéressent à des faits sous- et contre-culturels formés et accomplis, possédant une présence critique et médiatique identifiable et auquel ne manque, avec quelques années de recul, qu'une bonne couche de théorie littéraire made in academia. Dans un sens, les livres doivent réussir à grimper jusqu'aux portes de l'université, en assumant que les livres en question survivent jusque-là, avant de devenir les objets de notre curiosité académique, et ce processus prend du temps. Mais si on se targue d'étudier l'extrême contemporain, peut-on vraiment tolérer ce délai? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, une impossibilité qui nous condamne à étudier une actualité incomplète de laquelle ont été extraites bon nombre de manifestations littéraires sous- et contre-culturelles riches, quoique encore trop marginales pour attirer l'attention des universitaires? Je vois dans cette façon de traiter les littératures des sous- et contre-cultures l'existence d'une faille dans la manière dont nous approchons l'extrême contemporain, d'une incohérence qui mérite d'être interrogée. Et personnellement, c'est une faille qui me dérange dans la mesure où elle entre en conflit avec mes intérêts de recherche depuis que j'ai commencé à imaginer mon projet de thèse. En 2009, j'étais encore en train de travailler sur ma maîtrise, mais j'ai eu la chance de tomber par hasard sur ce qui allait devenir le sujet de mon doctorat. En fait, 3 choses sont arrivées à peu près simultanément. Quelqu'un m'a donné une copie du Manifeste du Dead Rabbit, un genre de néo-on the road autopublié et anonyme qui n'est recensé dans aucun catalogue. La compagnie Jeans Levi's a lancé sa première campagne Go Forth avec des poèmes de Walt Whitman et une esthétique Beat Generation à la conquête des grands espaces. Et on a vu apparaître dans les boutiques Urban Outfitters plusieurs copies des œuvres de Jack Kerouac et d'Allen Ginsberg achetées par des jeunes hipsters habillés en look total vintage americana. En fin de compte, il s'agit de presque rien, une accumulation d'indices qui suggèrent, par leur esthétique commune, la naissance d'une sous-culture, quelque chose d'encore trop frais pour être saisi avec les outils des études littéraires. En 2009, on parle encore d'un mouvement sans nom, impossible à tracer sur Google Scholar, un mouvement sans auteur connu, sans corpus, sans manifeste, sans centre, sans rien. Donc, pas de journaux intimes laissés aux archives, pas de correspondance à étudier, pas de catalogue à éplucher pour faire surgir un semblant de sujet. Alors voilà, j'ai été prise avec l'envie folle de travailler sur quelque chose qui n'était pas là, sur ce qui était tout au plus une impression ou une intuition. Pas très gagnant académiquement parlant, surtout quand on essaie d'être admis au doctorat. Mais au lieu de laisser tomber et de changer de sujet, c'est là que j'ai réalisé un truc. Avant d'étudier la littérature, j'ai gradué en anthropologie. Je suis anthropologue avant d'être littéraire. Et si en littérature, on m'a appris qu'il faut minimalement pouvoir mettre un nom sur un phénomène et avoir un semblant de corpus pour justifier un travail de recherche, en anthropologie, ce n'est jamais quelque chose qui m'avait fait peur auparavant. Première règle d'anthropologue, si tu crois qu'il se passe quelque chose mais que tu n'arrives pas à le définir, va sur place et observe. L'observation elle-même peut faire partie du projet. J'avais déjà utilisé cette stratégie à plusieurs reprises pendant mes études et comme contractuel pour les CLSC de Montréal. Qu'est-ce qui m'empêchait de le refaire maintenant que j'étais en littérature? Et c'est à partir du moment où j'ai décidé que rien ne m'en empêchait que j'ai commencé à m'inventer une posture d'anthropologue littéraire et à prendre des risques. Essentiellement, j'ai construit un projet de recherche et les demandes de bourse qui vont avec, en basant sur le présupposé que s'il y avait une mode néo-beat dans la rue et dans les médias publicitaires, du côté de la littérature, le Dead Rabbit n'était probablement pas le seul écrivain à avoir produit du néo-beat dans les dernières années. Alors, j'ai développé le concept de fonction de manifeste pour me munir d'un bon fond théorique.
J'ai fait mousser le caractère jeune et ultra-contemporain de la campagne Levi's pour renforcer l'aura glamour de la chose, et j'ai vanté au maximum la possibilité de découvrir un groupe littéraire unique encore inexploré, que j'étais au demeurant complètement incapable de définir en l'absence de toute autre preuve concrète. Bref, beaucoup de promesses et beaucoup d'incertitudes, mais j'ai bel et bien une bourse qui est devenue en soi une assez bonne raison pour passer 1 an à épuiser mes 2 seules pistes réelles, c'est-à-dire le manifeste du Dead Rabbit et la campagne Go For It de Levi's. Au bout d'1 an, il devenait cependant clair que je commençais à manquer de matériel pour continuer, alors j'ai décidé de partir sur le terrain à Northampton, dans le Western Massachusetts. Dans les faits, je n'avais nulle part d'autre où aller. La campagne Levi's avait été orchestrée par une grosse compagnie de marketing de Portland, chez laquelle je me voyais mal débarquer pour poser des questions. Alors, ça ne me laissait concrètement que la piste du Dead Rabbit, qui avait eu, heureusement, la bonne idée d'indiquer à la fin de son livre le numéro d'une boîte postale à Northampton. Mais partir au Massachusetts n'arrangeait pas tout. En me rendant à Northampton, je pouvais encore ne rien trouver du tout. C'est une possibilité qui faisait partie de mon design de recherche depuis le début, mais avec le temps, c'est une possibilité qui m'apparaissait de plus en plus tangible. Si je ne trouvais rien, je pouvais perdre 1 an de travail, en plus de l'argent investi pour aller sur le terrain et de mon projet de doctorat au grand complet. Mais bon, j'avais déjà décidé que c'était un risque raisonnable et inévitable au moment de soumettre mon projet, alors j'ai pris la route pour l'aventure. Donc, sur place, j'ai loué une chambre dans une maison proche de UMass, à Amherst. De là, j'ai déployé toutes les stratégies d'anthropologie de terrain qui me restaient de mes premières années d'université. J'ai pris 2 ou 3 jours pour me familiariser avec Amherst et Northampton, les 2 principales villes où je prévoyais faire mes recherches. J'ai commencé à faire la liste des cafés et des librairies où je risquais de trouver des indices, et je me suis annoncé pour que mon nom circule et que ma présence devienne visible. Autrement dit, j'ai passé presque 1 semaine à aborder un peu au hasard des libraires et des gens dans les cafés, en me présentant comme une Montréalaise qui avait trouvé un exemplaire du manifeste du Dead Rabbit et qui était en train de faire son doctorat sur le sujet. J'ai même fait le tour des dive bars du coin, histoire d'interroger les barmen à propos de la faune artistico-littéraire locale. De prime abord, ça peut sonner légèrement contre-productif, mais il faut garder en tête que le but n'était pas de tirer du matériel de thèse de ces premiers contacts, mais plutôt de trouver la connexion, la porte d'entrée qui allait me permettre d'accéder à un autre niveau social. Et au bout de 5 jours, ça a marché. Je suis entrée dans une librairie de livres usagés spécialisée en poésie. La propriétaire m'a dit qu'elle avait entendu parler de moi. Yeah. On a jasé pendant 1 heure de tout et de rien, et quand je suis partie, elle m'a annoncé qu'elle allait parler de moi à un certain Nathaniel et que je devais me présenter au Flying Object le lendemain soir. Il se trouve que le Flying Object est une coopérative de poètes bâtie dans une ancienne chapelle de Hadley, le petit village entre Northampton et Amherst. Ils ont de l'équipement pour faire de l'impression artisanale, une énorme bibliothèque de chapbooks et de recueils publiés dans des petites maisons d'édition, et une cuisine très pratique parce qu'ils organisent souvent des soirées de lecture qui se transforment en énormes parties. Arrivé sur place, j'ai fait à peu près 3 pas vers la porte avant d'être intercepté par un grand type qui s'est présenté en disant « Hi, I'm Nat. Lucy told me about you. You're the French Canadian. Come on, I'm going to show you around. » À l'intérieur, après avoir dû lire de la poésie en français devant tout le monde, je mentirais si je disais qu'on m'avait laissé le choix. J'ai pu ramasser une 12aine de numéros de téléphone et prendre des rendez-vous pour me tenir occupé pour le reste de mon séjour. Et soulagement, quand j'allais à ces rendez-vous et que j'expliquais le sujet de ma recherche, mes contacts débloquaient et étaient capables de me pointer des gens dans leur cercle d'amis qui écrivaient le genre de littérature qui m'intéressait. Ils ne connaissaient pas nécessairement le Dead Rabbit, mais quand j'en parlais un peu, il y avait toujours le moment magique où ils me regardaient en disant « Ah yeah, those guys, of course ». Donc, j'ai mis la main sur un paquet de zines et de chapbooks. J'ai payé plus de drinks et de lunch que pendant tout le reste de ma vie. J'en ai appris beaucoup sur les réseaux Néobeat et sur les autres points chauds dans le reste du pays. J'ai réussi à me faire une idée de qui écrivait quoi et couchait avec qui, mais ne parlait plus à tel autre. Bref, j'ai pu observer toutes les dynamiques qu'on avait étudiées dans nos cours de sociabilité littéraire en parlant des vieilles contre-cultures, mais en direct, avec des gens en train de vivre leur vie et de développer leur style, pas avec des gens morts ou qui se contentent de raconter au passé à quel point ils étaient cool il y a 20 ans. De retour à Montréal, j'ai eu assez de stock dans mes valises pour me tenir occupé pendant 1 an et demi. J'ai utilisé ce temps pour lire et relire le matériel que j'avais accumulé, pour mettre en place des concepts, pour développer un vocabulaire adapté à ce courant néo-beat qui m'intéressait. Finalement, c'est avec ce matériel que j'ai passé mon examen doctoral, parce qu'au moins j'étais capable de prouver qu'en 2011, il y avait une communauté hipster néo-beat, que nous appellerons Beatster, vivante et active sur l'axe Western Massachusetts, Brooklyn, Philadelphie. Mais ma perspective sur le sujet est encore trop limitée pour porter une thèse au grand complet.
Mes données venaient d'un seul foyer Beatster et n'avaient pas de profondeur temporelle dans la mesure où elles avaient été toutes collectées pendant un même séjour. Ma version de la littérature Beatster sonnait un peu trop comme la version de la gang du Flying Object quelque part à la fin du printemps 2011. D'un point de vue méthodologique, c'était beaucoup trop facile à critiquer. En me contentant des données du Massachusetts, j'étais peut-être en train de passer à côté d'autres branches du mouvement qui pouvaient s'avérer encore plus intéressantes. Aussi, il y avait peut-être sur place des tensions ou des querelles qui avaient poussé mes contacts à masquer des choses, à omettre de mentionner certains auteurs, etc. Bref, il est encore trop facile d'écarter la concordance entre les esthétiques de la campagne Go For It, la production littéraire contre-culturelle du Western Massachusetts et la mode néo-beat comme n'étant qu'un hasard et non le fruit d'une véritable contre-culture beatster. Alors, je suis partie pour San Francisco en me disant « c'est là que ça passe ou que ça casse. Au pire, j'aurais perdu 2 ans et demi de ma vie, ma bourse de recherche n'aura donné aucun résultat et je n'aurais qu'à me recycler dans un autre domaine. » Et ce n'était pas l'argent que je devais investir pour San Francisco qui allait y changer quelque chose. À San Francisco, j'ai utilisé les mêmes stratégies que dans le Western Massachusetts, mais sur un terrain plus complexe et plus vaste. À ce stade de mes recherches, j'avais déjà établi que le mouvement Beatster était en fait un sous-groupe hipster et que la sous-culture Beatster s'inscrivait à l'intérieur de lieux et de pratiques hipsters. Alors, j'ai ciblé les quartiers hipster, Mission, le Tenderloin, certains secteurs d'Oakland. Et à San Francisco, comme à Northampton, c'est dans une librairie que j'ai fini par trouver ma connexion en la personne de Justin, un poète très actif sur la scène locale. Donc, party, drink, lunch, rendez-vous privés. J'ai collecté mes informations d'une personne à l'autre en naviguant d'événement en événement, comme à Northampton. Mais le terrain de San Francisco s'est avéré très différent de celui du Western Massachusetts sur 2 points. Premièrement, il était beaucoup plus underground. Les événements n'étaient pas organisés dans des coopératives et des cafés ouverts au public, mais dans des squats cachés, dans des appartements privés dont les adresses circulent de bouche à oreille ou dans les salariats de locaux anarchistes. Malgré la hausse ridicule du coût de la vie à San Francisco, les traditions contre-culturelles se portent bien. Deuxièmement, malgré une abondance de sous-groupes hipsters diversifiés, je n'ai pas trouvé de sous-groupe beatster local. Quand je discutais de mon sujet de thèse avec les gens que je rencontrais, on me citait des auteurs de la côte Est dont je connaissais déjà l'existence grâce à mon précédent terrain. À Berkeley, je me suis même retrouvée dans une lecture où la tête d'affiche était un poète de la côte Est qui faisait déjà partie de mon corpus à ce moment-là. D'une certaine manière, à San Francisco, j'ai surtout épuré mon corpus en voyant ce qui se rendait jusque-là, ce qui possédait une réputation beatster transnationale dans les réseaux sous-culturels hipster, même en l'absence de beatsters locaux. Un soir où j'étais dans un squat après une lecture particulièrement intense, j'ai d'ailleurs demandé à un de mes contacts pourquoi, selon lui, il n'y avait pas de beatster à San Francisco. Il m'a répondu « People on the East Coast dream about the beats because they don't have beats around anymore. We're still stuck with the old fuckers, so the last thing we want to do is to write like them. » Pour me convaincre, il m'a présenté un des vieux beats en question qui traînait dans le squat, genre beatnik tardif arrivé à San Francisco dans les années 60. Et je dois dire que de se faire raconter en boucle des histoires vieilles de plus de 50 ans par un barbu à cheveux longs ultra nostalgique et ultra sous, ça ne donnait en fait pas forcément envie de se la rejouer à la beat. Voilà pour le mystère de San Francisco. C'était très beau. Seulement 2 ou 3 mois après San Francisco, j'ai repris la route en direction du Western Massachusetts pour revisiter mon premier terrain. C'était beaucoup moins intense que ma première visite parce que je n'avais qu'à refaire la tournée des gens que je connaissais et à prendre l'inventaire des nouveaux trucs intéressants publiés depuis. Mais de revenir sur place m'a quand même permis de constater à quel point le moment de 2011, quand j'ai été allé pour la première fois, avait quelque chose d'unique. 2 ans plus tard, le Flying Object était en train de prendre un tournant plus artistique que littéraire. Il y avait eu beaucoup de chicanes internes entre les membres plus vieux et les plus jeunes, à propos notamment de la réticence des plus jeunes à partager l'espace. Et de nombreux couples s'étaient séparés, entraînant une dispersion plus grande des membres du groupe le long de la côte. Je pense entre autres à Nathaniel, qui était la figure sociale centrale lorsque j'y étais en 2011, mais qui avait réussi entre-temps à se mettre à dos la moitié des locaux avant de s'exiler à Brooklyn. Donc, s'il y avait eu un buzz quelques années auparavant, créé par une surabondance de jeunes diplômés de creative writing, le moment était déjà en train de s'essouffler. Pendant mon 2e séjour, j'ai quand même vécu quelques moments éminemment hipster, comme par exemple à la fin d'une lecture de poésie, quand les gens du public ont fermé les lumières pour chanter Thunder Road de Bruce Springsteen. Mais l'expérience était quand même beaucoup moins concentrée que la première fois. Et je vous jure que c'est arrivé vrai, c'était splendide. Donc, pour résumer, à la base, je n'étais pas satisfaite des pratiques méthodologiques en études littéraires parce qu'elles ont tendance à créer une distance temporelle trop importante entre le moment sous- ou contre-culturel
et sa réception académique, surtout dans une perspective d'étude de l'extrême contemporain. J'avais sous les yeux plusieurs indices qui pointaient vers l'existence d'une sous-culture fascinante, mais en me cantonnant aux études littéraires, je n'avais pas les outils nécessaires pour en faire un sujet de recherche à proprement parler. En réponse à cette faille qui entrait en conflit avec mes intérêts personnels, j'ai puisé dans mon bagage anthropologique des techniques d'enquête de terrain qui permettaient de construire progressivement mon objet de recherche, construction que j'ai intégrée à la réalisation de mon projet au lieu de la présenter comme une étape préalable nécessaire au dépôt de celui-ci. Les stratégies que j'ai mises en place étaient des stratégies de première ligne, qui partaient des humains plutôt que des livres, qui faisaient des gens qui gravitent dans les milieux hipsters ma véritable porte d'entrée pour saisir un objet littéraire encore indéfini. En optant pour cette approche, j'ai pris plusieurs risques. Depuis le début de ma recherche, j'en ai toujours promis plus que je pouvais garantir de façon réaliste. Si en anthropologie, j'aurais pu dire « il y a 50% de chances que je me casse la gueule et que je revienne avec rien du tout », en études littéraires, ce n'est pas le genre d'énoncé qui a sa place dans les discours institutionnels de dépôt de projet, de demande de bourse, de validation de sujet, de dépôt d'examen doctoral, etc. Et dans un sens, ça se comprend. En anthropologie, si le phénomène humain qu'on s'attendait à observer s'avère inexistant, il y a encore toujours des humains à observer. En littérature, s'il n'y a pas de livre à lire, il n'y a pas de livre à lire. Les objets sont différents, les enjeux sont différents, et il y a donc forcément rencontre imparfaite entre les deux méthodologies. Parallèlement, une des conséquences de sortir des balises de l'institution pour aller sur un terrain à la sauvage a été de devoir assumer des dépenses de recherche très élevées sans pouvoir les réclamer ailleurs. Même si je m'étais trouvé une conférence à faire là-bas, ça aurait bloqué côté financement à partir du moment où je proposais de passer tout un mois sur place. Et le but n'était pas non plus de faire un échange avec une université locale, puisque la réalisation du terrain demandait un gros investissement de temps avec des horaires souvent très chaotiques. Impossible d'assurer une présence académique dans de telles circonstances. Autrement dit, c'est un projet pour l'acceptation duquel j'ai dû faire des promesses démesurées par rapport à ce que je pouvais vraiment garantir comme résultat potentiel. Et c'est aussi un projet qui a réclamé des investissements financiers très importants dans une situation où, paradoxalement, je risquais toujours de frapper un mur et de tout perdre. Mais du point de vue des résultats, j'ai réussi à construire un corpus Beatster dont personne n'avait jamais entendu parler et acquérir une compréhension privilégiée du milieu littéraire Beatster au moment même de son existence active. Bref, j'ai réussi à réduire la faille temporelle entre l'avènement d'une contre-culture et sa réception dans les études littéraires. Est-ce que je pense que ça en a valu la peine? Oui. Est-ce qu'avec le recul, je pense avoir pris des risques trop élevés pour parvenir à mes résultats? Sincèrement, oui. Ce qui m'amène à poser la question. Comment pourrions-nous, au sein de l'institution universitaire, marier de façon plus harmonieuse les pratiques anthropologiques de terrain et les études littéraires pour favoriser les recherches en quête de première ligne? Est-ce qu'il y aurait lieu de créer de nouveaux profils de recherche exploratoire? Heureusement, l'UQAM et mon directeur de thèse, Bertrand Gervais, sont très ouverts aux étudiants qui prennent sur eux d'assumer les risques de projets du genre et je les en remercie grandement. Mais avec une meilleure structure et un risque mieux partagé, ne serait-il pas possible d'en faire plus pour l'étude des sous- et contre-cultures contemporaines en littérature? Voilà.